Bonjour à tous. Alors, avant tout, je m'excuse pour ces jours sans épisode. J'ai été malade, je le suis toujours d'ailleurs. C'est pourquoi que je n'ai pas pu fournir mes débriefs plus tôt. Mais là, je suis en train de les enregistrer parce que j'avais fait mes prises de notes, etc. Tout cela. Et après quelques montages, je posterai l'épisode 2, 3, 4, etc. D'un coup. Mais aujourd'hui, nous sommes sur l'épisode 2, si je ne m'abuse, où nous allons parler un peu du match du Real de Madrid face à Levante, qui s'est joué le samedi dernier, 17 janvier 2026, si je ne m'abuse. Mais avant ça, j'aimerais faire une petite annonce, c'est que aujourd'hui j'ai décidé de créer des pages sur les différents réseaux sociaux par rapport au podcast, donc Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, pour avoir plus d'échanges. Alors je ferai pas comme la plupart des créateurs de contenu pour dire on m'a beaucoup demandé de créer des pages, ça n'a rien à voir. C'est les personnes qui me sont proches. Certaines n'ont pas forcément Spotify, d'ailleurs qui n'est pas tout le temps disponible en fonction de la zone géographique. Je sais toujours pas pourquoi. Mais on a la page YouTube. D'aucuns n'ont pas aussi de compte YouTube. Donc ils m'ont demandé s'il était possible justement de créer des pages sur les réseaux sociaux qui ramèneront vers les liens Spotify et YouTube, parce que c'est là-bas qu'on cherche à avoir le plus d'audience pour l'instant bien sûr. Et ça m'a donné une idée de vous présenter un nouveau format. Un format plutôt simple, qui va... En gros, deux nouveaux formats. Voilà. Donc, il y aura les capsules que je fais là, mes débriefs, etc., où je parle seul comme un fou et que vous m'écoutez religieusement, j'espère. On aura un format de questions-réponses où sur les réseaux, justement, je vous donnerai le choix de me poser des questions. Et j'y répondrai en toute honnêteté. Je vous dirai ce que je pense sur le football en général, sur le Real de Madrid, etc. Je vous le dis, j'ai piqué cette idée à Riles. C'est un gars que je suis. J'ai trouvé son idée assez intéressante. Donc, big up à Riles si jamais tu passes par là. Mais en gros, voilà, des questions-réponses. Aussi, en plus de piquer ce format, ça m'a fait tilt parce que, comme je vous ai dit, des proches à moi m'ont dit qu'ils aimeraient bien échanger sur les réseaux sociaux. Donc voilà pourquoi je vais créer ces pages-là. Et en plus de ce format questions-réponses, il y aura maintenant des discussions. On va choisir une thématique, je vous donnerai aussi le choix des thématiques. J'inviterai des amis à moi, avec qui j'ai l'habitude de parler de foot, voilà. Pépère, comme d'habitude, on parle foot, on s'insulte en amis, c'est cool, etc. Et chose qui est très 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 marrante, c'est que moi, la plupart de mes amis sont tous barcelonais. Et voilà. Et même quand j'avance dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Allez, donc merci à tous d'être là pour ce nouvel épisode des débriefs de Rio. À tout de suite. Alors, Real de Madrid, Levante. 2-0 pour le Real de Madrid, bravo. Mais attention, cette victoire ne m'a pas rassuré. Je vais vous expliquer pourquoi, mais elle m'a permis de, selon moi, et comme je dis toujours, je parle en fonction de ma perception, en fonction de ce que je pense et de ce que j'analyse moi, ça n'engage que moi, je peux me tromper, je suis pas un expert de football, je suis juste un passionné depuis les années 2000, voilà. Alors, pour le match face à Levante, j'essaye toujours d'être structuré dans le podcast pour qu'on ait des sortes de parties, pour que plus tard, si jamais le podcast il prend de l'ampleur, vous ayez la possibilité de couper certaines parties parce que c'est bien défini le sujet que j'aborde à telle ou telle minute. Donc, pour moi, le premier élément sur le débrief, c'est la composition d'Abarloa et de ses choix tactiques. La composition, elle était plutôt cohérente, sauf sur le positionnement de Gonzalo au départ. Et j'ai pas compris pourquoi est-ce que Gonzalo Garcia a été mis à droite, et non pas dans l'axe, avec Mbappé à droite. Mbappé, il sait jouer à droite. Et surtout, si Mastantuono, j'espère que je le dis bien, pouvait jouer, pourquoi est-ce qu'il a commencé avec Gonzalo sur un poste qui n'est pas le sien? C'est assez bizarre. À part ça, la composition n'était pas dégueulasse, même si après notre milieu, pareil, absent, etc. J'en parlerai tout à l'heure dans le déroulé du match. Mais voilà, sur la composition, un 4-3-3 au vu de notre effectif, il n'est pas déconnant.
Par contre, je pense que moi, si ça dépendait que de moi, et je suis pas un expert, hein, j'aurais fait descendre un peu plus Tchouaméni pour être vraiment le milieu défensif, et les deux autres milieux, les laisser être les milieux centraux pour être des apports à la fois en défense et en attaque sur les ailes. Mais surtout dans l'axe, hein, voilà, parce que sur les ailes, on a nos latéraux et nos ailiers. Mais voilà, sur la composition, j'étais pas trop sûr. D'ailleurs, la première mi-temps me l'a prouvé, hein, parce que lors de ce déroulé du match, première mi-temps nul, ça n'engage que moi, avec un Real approximatif. Gonzalo qui est dépassé, c'est normal, il n'est pas son poste de prédilection. Et le pire, c'est que même avec Xabi Alonso, on l'avait vu. On avait vu que Gonzalo peut pas jouer à droite. On l'a vu à la Coupe du Monde des clubs. Le milieu, il était quasi absent de son rôle principal, hein. Comme d'habitude. Bellingham, je l'adore, hein, mais il se promène trop. Il fait plus de tourisme que le maintien du milieu. Kamavinga, il est approximatif. C'est le seul gars, je l'adore, il est super bon, mais c'est son propre ennemi. Il a cette capacité étonnante de donner la balle à l'adversaire. Et là où il ne faut pas, hein, il est en maîtrise quand il a la balle. T'as pas l'impression qu'il stresse, mais t'as l'impression qu'il ne stresse pas du tout au point où il fait des erreurs techniques et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Tchouaméni, je sais que c'est controversé lorsqu'il il se retrouve au poste de défenseur central. Il n'est pas non plus top, mais moi, personnellement, en tant que milieu défensif central, pour moi, j'ai pas à me plaindre. C'est pas le sommet du chapeau, mais en tout cas, c'est un très grand joueur et c'est un très bon joueur. Et franchement, je mets beaucoup d'espoir sur Tchouaméni dans son poste de milieu défensif. Voilà. La deuxième mi-temps, par contre, elle a été un peu plus cohérente avec l'entrée d'Arda, Mastantuono et Ceballos. Je me rappelle plus trop si Ceballos il est allé en défense ou si c'est Tchouaméni qui est allé en défense, mais en tout cas, c'était un peu plus cohérent. Le milieu, je vous l'avais dit dans ma précédente capsule, Arda Güler, c'est le milieu en question. Arda Güler n'est pas un milieu qui cherche à se projeter dans la surface de réparation. Ce qui fait qu'il compense sur le tourisme de Bellingham aujourd'hui. Et Bellingham, attention, je ne le fustige pas. Je peux le comprendre. Il est arrivé, il jouait presque 9,5. Mais tu es un professionnel. Il faut t'adapter et surtout, n'oublie pas ton poste. Et surtout, au-delà du poste que tu as envie de faire, enfin, d'avoir, il y a ton positionnement pour le match et les consignes de l'entraîneur. Si l'entraîneur t'a placé en tant que milieu offensif central, avant l'offensif et le central, il y a milieu. Tu ne peux pas abandonner le milieu au détriment. Tu peux pas aller en attaque au détriment du milieu. C'est pas bien. Franchement, je suis désolé, c'est pas bien. Donc, la deuxième mi-temps, elle était un peu plus cohérente. D'ailleurs, c'est là qu'on a marqué nos deux buts. Très beaux buts. Et avec un Arda Güler, comme je dis, qui s'est servi ses offensifs, qui ne cherche pas à se projeter dans la surface de réparation, qui a vraiment joué son rôle de milieu. Ce qui a permis avec l'intensité, parce que comme je vous ai dit, hein, Arda, il est très bon avec le ballon, mais pas très bon sans le ballon. Mais c'est compensé avec Bellingham. Et je pense que ces deux-là dans le milieu, ça peut faire quelque chose. Avec un Bellingham qui va se promener, mais qui va tout donner en attaque et en défense, c'est déjà bien. Et un Arda Güler qui, une fois qu'il a la balle, a une belle vista et sait bien faire ses passes et les adresser comme il le faut et quand il le faut. Mastantuono, jeune, beaucoup d'envie, beaucoup d'entrain, mais un peu trop de déchets. Mais je fonde aussi un grand espoir avec lui. Pour moi, l'avenir de l'aile droite au Real de Madrid, c'est Rodrigo titulaire, Mastantuono remplaçant avec Brahim. D'ailleurs, Brahim, il est bon, mais je sais pas aussi. J'ai l'impression qu'il peut pas faire un match complet avec le Real de Madrid. À voir. Est-ce que le deuxième remplaçant, ce sera Mastantuono ou Brahim? C'est à voir. C'est vraiment à voir. Mais la deuxième mi-temps, elle était un peu plus cohérente, un jeu un peu plus posé. L'attitude des joueurs, par contre, malgré notre victoire, et c'est pour ça que je dis que cette victoire ne m'a pas forcément rassuré, il faut mettre un peu plus d'intensité, les gars. Je sais pas si vous allez m'entendre un jour, mais il faut mettre un peu plus d'intensité. L'effectif du Real de Madrid est un peu trop offensif pour adopter une tactique défensive. Donc le pressing, lorsqu'on n'a pas la balle, le pressing sur le porteur de la balle, les verticalités, on doit le faire, on doit jouer avec intensité. L'adversaire doit se penser que nous sommes 22 sur le terrain.
Vous voyez? Mais pour ça, il faut jouer, il faut y aller, il faut aller au contact, il ne faut pas laisser l'adversaire le temps de s'organiser. Et comme je dis, c'est une victoire intéressante, mais attention, c'est une victoire sur un gars de la D2 qui a été récemment promu. Hein. Et avant ça, on allait se faire tabasser par des... oui, tabasser, même si c'est 3-2, j'estime qu'on nous a tabassé par des gens de la D2 qui cherchent à faire le maintien en D2. C'est même pas le sommet du chapeau en D2. Donc attention, cette victoire nous permet de nous dire, attention, on a les armes, il faut savoir bien les utiliser. Voilà. Selon moi, c'est un peu cela. Le comportement d'Aberloa pendant le match, j'ai bien aimé son stoïcisme. Moi, je suis partisan du stoïcisme. Voilà. Il faut être stoïque et c'est très important. Par contre, son choix de 11 du départ, il est un peu trop discutable et je ne vois pas encore sa patte. Hein. Pour moi, il ne fait que faire quelque chose de cohérent et de normal et j'ai l'impression qu'il a juste la chance d'être plus écouté que Chabi. Est-ce la faute de Chabi qui n'était pas écouté ou c'était, comme on le sait, nos joueurs qui ont fait leur starlet? Je ne sais pas trop. Par contre, son comportement pendant le match, il est bien. S'il y a une solution tactique que je peux apporter, dans toute modestie, hein, attention, c'est de jouer en 4-3-3 avec un positionnement un peu plus particulier. En gros, pour moi, on a nos 4 défenseurs, voilà, on a des ailiers, des latéraux, pardon, nos centraux. Et juste devant cette défense, là, cette ligne de défense, on met le milieu défensif central. Donc ça nous fait un 4-1. Ensuite, dans le milieu, on met 2 milieux centraux, ou un milieu offensif, ou un milieu central. Par exemple, Bellingham et Arda Güler. Ce qui fait que derrière, tu as Tchouaméni qui reste là pour apporter le soutien défensif comme il faut. Et je trouve que avec ça, ça le fait. L'effort que Bellingham fera, même si on attend à ce qu'il fasse le soutien offensif et la maîtrise du milieu, va toujours permettre de venir compenser. Et avec Arda Güler qui a une belle vista, qui cherche à servir les attaquants, ça va le faire. Donc ça nous fait un 4-1-2. Et ensuite, 3. Le 3, on décide. On peut décider de écarter un peu plus les ailiers et mettre Mbappé en pointe. On peut tous les mettre en attaque à 3 comme ça, standard, peu importe. Mais voilà. Avec ça, ça peut le faire. Ça, c'est mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez sur cette solution tactique du 4-1-2-3. Bellingham et Arda, comme j'ai dit, ça peut marcher si toute l'équipe met de l'intensité. Et que Arda aussi, il élève un peu son niveau sans ballon. Il est bon, le petit. Il est extrêmement bon selon moi. Mais le jeu sans ballon, il a un peu peur. Je pense qu'il n'est pas très à l'aise. Il faut qu'il trouve un peu ses gonds. Le Real, comme je dis, ne doit pas avoir un profil défensif actuellement. On a trop d'intensité, on a trop de profils offensifs. Et avec de l'intensité, en phase défensive, sur le pressing, ça peut le faire. Mais attention, hein, je ne me leurre pas. Hein. Je pense pas qu'on remportera un trophée en Europe et en Espagne cette année, sauf vraiment un réveil incroyable des joueurs. Mais on verra bien. Et voilà. Je pense que tout est dit. Ah non, si. Ah, j'ai failli oublier. Nos fameux joueurs qui ont été hués au Bernabéu. Je dis et je répète, c'est une très 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 bonne chose. C'est une très bonne chose. Parce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas se foutre de la gueule des supporters. On le voit tous. Et vous l'avez vu, hein, ceux qui ont été hués, c'est Vini, Valverde, Bellingham. Les dissidents. Après, il y a eu beaucoup de rumeurs, beaucoup d'éléments. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Mais sur le terrain, on l'a vu. Sur le terrain, on l'a vu. Les dissidents, Vini, Bellingham, Valverde, le Bernabéu les a sifflés. J'ai vu après Vini qui disait qu'il a l'impression qu'on ne le supporte que lorsque ça va. Frère, ça fait 2 ans que ça va pas là. Enfin, 1 an et demi. L'année dernière, ça n'allait pas. On t'a pas eu. Cette année, 6 mois, ça va pas. Et tu t'étonnes qu'on te eu. Tu es payé à des millions. Au bout d'un moment, faut arrêter. Au bout d'un moment, faut pas faire passer les supporters du Bernabéu comme si c'était les méchants. Le grand Cristiano Ronaldo, il a été hué. Et il n'avait pas un downfall comme vous là. Comme toi, Vinicius, si tu m'écoutes. Il n'avait pas un downfall. Mais il a été hué. Et dans le match face à Celta Vigo, il nous a dit, un peu comme Mbappé, pas content, triplé. Quand il nous a mis le triplé, tout le monde a applaudi. On venait de le huer, mais on l'a applaudi. Parce que c'est comme ça. Il nous a montré que, ouais, j'ai mal joué, mais je suis CR7, je sais comment faire. Triplé.
On a gagné 7-1 ce jour-là. C'est ce qu'on attend de toi, Vinicius. Si tu veux qu'on arrête de te huer, triplé ou adresse des passes D. Parce que ton rôle d'ailier, c'est aussi d'adresser des passes D. Mais c'est une très bonne chose qu'il soit hué. Au bout d'un moment, il faudrait qu'ils comprennent que le club n'est rien sans ses supporters. Les joueurs ne sont rien sans ses supporters. C'est comme ça. C'est le foot. C'est le principe. Le problème au Real de Madrid, comme je l'ai dit au précédent épisode, il est systémique. Si vous regardez, on n'avait pas de problème. En fait, on n'avait pas de problème. Le départ de Xabi Alonso, c'est incroyable. Premier de la Liga. Avant son départ, bien sûr, on était premier de la Liga. 8e en Ligue des Champions, Classico gagné, une seule défaite si je ne me trompe pas en 14 matchs, mais on s'est plaint de lui. Comment c'est possible que la présidence ait accepté qu'on se plaigne d'un entraîneur qui a ses résultats? Oui, il y a eu de loupés, oui, il y a de la mésentente, oui, c'était bizarre, mais les résultats étaient bons malgré les conditions compliquées. Laissez-le travailler. Oui, c'était incompréhensible de la part de Xabi dans ses choix du 11 parfois, oui. Peut-être que sa tactique n'était pas toujours claire, mais mettre l'intensité a toujours été un point d'honneur. Le travail a toujours été un point d'honneur de Xabi. Sauf que la présidence l'a lâché. Au bout d'un moment, on a bien vu, il a commencé à laisser les joueurs faire ce qu'ils veulent. Et on a vu ce que ça donnait. On a vu ce que ça donnait sur notre défaite en Coupe du Roi. Non, même pas. La Coupe du Roi, c'était pas lui, c'était à la Super Coupe. Les problèmes au Real sont structurels, systémiques et institutionnels. Le départ des piliers qui ont été mal gérés, et le départ des piliers, il a commencé depuis, même depuis Cristiano, on a très mal géré au fur et à mesure, mais on arriva à se remettre en selle parce qu'il restait encore des piliers. L'acceptation de la fainéantise des joueurs actuels par la direction, c'est chaud. Le coach n'avait aucune autorité effective vis-à-vis des joueurs. Et pour moi, ça, c'est la faute de la présidence. Je vais dire un truc, et peut-être que des personnes ne vont plus jamais vouloir m'écouter par rapport à cela. Mbappé a eu des problèmes au PSG. Je ne suis pas le PSG. Je n'ai pas vraiment tout suivi par rapport à Mbappé au PSG. C'est une chose que je sais. Un enfant se permet ce que tu lui permets. Si Mbappé a eu de mauvais comportements au bout d'un moment au PSG, c'est aussi et surtout à cause de la présidence. Vous lui avez tout donné et vous vous étonnez que lorsque vous voulez lui arracher ce que vous lui avez tout donné, il n'est pas d'accord. Je ne l'excuse pas, je l'explique. Le cadre dans lequel Mbappé évolue dépend de la présidence. Au Real de Madrid actuellement, le seul truc sur lequel je me pose, c'est est-ce que si Mbappé n'est pas en forme, on le met sur le banc ou on le fera pas. On verra bien ce qui va se passer parce que, en tout cas pour l'instant, il y a eu des matchs où, pour moi, il aurait pu s'asseoir et donner de la chance un peu plus à Gonzalo ou à Hendrick. Mais on l'a pas fait. Mais c'est pas Mbappé le problème. C'est pas, pour moi, le jour où je verrai un entraîneur et la présidence dit Mbappé, banc de touche, et Mbappé se plaint jusqu'à sa part à la justice, j'ai dit voilà. Là, il y avait une clause, ils étaient obligés de le positionner, ils ont refusé. Mbappé, c'est le gros bébé gâté, alors qu'il sait très bien qu'on n'avait pas besoin de lui pour le match. Là, on va en discuter. Mais tant que la présidence et le coach ne prennent pas ses responsabilités, je suis désolé, on ne peut pas accuser uniquement Mbappé. Et donc, c'est la même chose actuellement au Real pour la plupart des joueurs. Si on ne prend pas les mesures qu'il faut pour les remettre à leur place, la présidence, pour moi, est le souci. Ces joueurs-là, ils ont eu un comportement avec Xabi qui a prouvé que ce ne sont pas des athlètes, et ce ne sont pas des sportifs. Ils sont incapables de mettre le strict minimum qui est l'intensité dans le foot. Ils ont eu le culot de se plaindre de l'intensité, de la rigueur demandée par l'entraîneur. C'est incroyable. Et quand vous regardez Vinicius au match face à Levante dont on parle là actuellement, il a tellement voulu prouver à cause des cris des supporters, du fait qu'il soit hué, il a tellement voulu prouver qu'il a fini par s'embrouiller face à Levante. Il aurait pu jouer un peu plus intelligemment, faire le choix de la passe, dribbler tout le monde pour marquer ne marche pas tous les jours. Aujourd'hui, Vinicius, on te connaît. On sait un peu comment est-ce que tu vas dribbler. Et mentalement, toi-même, tu es touché. Choisis l'efficacité et ça viendra. Je vous promets que je suis sûr que si Vinicius se concentre sur l'efficacité, il marque dans le but et il nous adresse des passes D. Parce qu'il est très fort. Il est très fort. Sur son prolongement, franchement, je vais juste résumer en disant
on ne demande pas l'argent à son employeur lorsqu'on ne fout pas grand chose. Vinicius, tu ne peux pas demander une augmentation alors que tu as fait une mauvaise saison l'année dernière et tu fais un mauvais début de saison, une mauvaise mi-saison. C'est pas possible. Et si tu dis que tu es vraiment madridista, tu acceptes mea culpa, je suis pas en forme, je prends la petite augmentation qu'ils me font et je vais leur prouver que je suis bon. Et quand je vais leur prouver, je vais leur demander plus. Et tu peux mettre ça dans ton contrat si tu veux. Écoutez, je comprends, j'ai pas donné les résultats. Quels sont les objectifs à atteindre pour avoir ce que je veux? Et vous rentrez dans une discussion. Parce que moi, mon patron au taf, j'aurais jamais le culot d'aller lui dire « Fais-moi une augmentation, mais j'ai pas atteint mes objectifs. » Ça, on vit dans un monde de fous, là, c'est ça. C'est pas possible. Voilà. Franchement, victoire, bien, ça nous fait du bien. On espère que le Barça va perdre. Ça va nous ramener à 1.2, c'est cool. Mais attention, cette victoire ne signifie pas tout. Cette victoire, je sais pas. Pour l'instant, mitigé. Voilà, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué. Les problèmes tactiques, l'institutionnel entremêlé, le Real qui a besoin d'un reset culturel, hein, pour moi, hein, intensité, rigueur, cohérence sportive, tout ça. Tant que ça, c'est pas réglé, les victoires comme ça, bof, ouais, ça sera pas grand-chose. Je vous remercie tout le monde, tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Les épisodes 3 et 4 arrivent très bientôt, restez connectés. Et je rappelle que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vais créer des pages sur les réseaux sociaux par rapport à notre podcast. Et vous pourrez y me poser vos questions pour le nouveau format sur les questions-réponses et sur la discussion entre amis où on choisira un thème et on pourra discuter avec tout le monde. Pour le moment, je vais inviter que des personnes que je connais. Voilà. Et si ça prend de l'ampleur, je pourrais inviter des personnes que je connais pas. Hein. De toute façon, c'est un audio, je ne vous vois pas, vous ne me voyez pas, la vie est belle. Celui qui m'insulte, le robot, il va le couper. Allez, merci beaucoup à tous, prenez bien soin de vous et à la Madrid.